Le 16 décembre 2020, à 5 heures du matin, la gendarmerie de Cagnac-les-Mines, un petit village du Tarn, reçoit un appel téléphonique. Un homme signale la disparition de sa femme. Cet homme, c'est Cédric Jubilard, un peintre plaquiste âgé de 34 ans. Delphine, sa femme, une infirmière de 33 ans, a disparu dans la nuit. Malgré les nombreux appels téléphoniques de Cédric, le téléphone de Delphine reste désespérément muet. L'affaire qui vient de commencer est l'une des affaires criminelles les plus intrigantes qui se soient produites récemment. Et elle va bientôt trouver son épilogue devant la cour d'assises du Tarn. Une cour d'assises qui va devoir juger un crime sans cadavre, sans aveu, sans témoin et sans scène de crime. Avec peut-être, au bout, une lourde condamnation ou un acquittement. L'affaire Jubilat va être jugée devant la cour d'assises du Tarn. Le procès s'ouvre le 22 septembre 2025 et il est prévu pour durer un mois. Cette durée est inhabituelle pour un procès d'assises. Et puisque je vous parle de procès, notre partenaire du jour est particulièrement adapté puisqu'il s'agit de Legal Place, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Alors sincèrement, lorsque Tricotine et moi nous avons créé Tricotine Productions, c'est l'autre entreprise qui gère la chaîne, eh bien j'aurais probablement utilisé Legal Place si je les avais connus. Ça m'aurait permis d'éviter de perdre du temps avec l'administratif, avec la comptabilité, avec la fiscalité, etc., etc. Parce que si, comme moi, vous préférez consacrer tout votre temps et toute votre énergie à votre activité professionnelle plutôt qu'aux formalités, eh bien Legal Place est fait pour vous. Legal Place fait tout ça à votre place, il suffit juste de suivre les différentes étapes de création, et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien un conseiller est à votre disposition pour vous aider. Alors, si vous avez une bonne idée et que vous voulez devenir entrepreneur ou entrepreneuse, eh bien, pensez à Legal Place. Et en plus, vous obtenez 15% de réduction sur la création de votre société grâce au code de réduction qui a été négocié pour vous par Tricotine. Il s'agit du code VALD15, VALD comme vous avez le droit, 15 comme 15% de réduction, ou du lien ci-dessous. Et maintenant, revenons à l'affaire Jubilard. En règle générale, un procès d'assises, ça dure quelques jours, voire une seule journée pour les affaires les plus simples. Mais cette durée inhabituelle s'explique par plusieurs choses. Tout dans cette affaire, absolument tout, est contesté par Cédric Jubilard. Le meurtre de sa femme, il le nie. Les hypothèses des enquêteurs, il les nie. Le mobile éventuel qui l'aurait poussé à passer à l'acte, il le nie. Les témoignages, tous indirects d'ailleurs, il les nie. Tout le reste, il nie encore et toujours. Il le nie parce qu'en France, on a le droit de nier. On a aussi celui de garder le silence. Et ça fait même partie de nos droits fondamentaux, qui nous sont garantis par le Code de procédure pénale. Pour Cédric Jubilard, Delphine a disparu, sans aucune explication, et sans jamais donner aucune nouvelle. Et c'est en partie pour ça que l'instruction a duré aussi longtemps. Et tout au long de cette instruction, les enquêteurs vont s'attacher à trouver les preuves qui leur manquent. Lorsque les deux jeunes femmes gendarmes se rendent au domicile des Jubillards à la suite de son appel téléphonique, elles le découvrent en train de mettre du linge dans la machine à laver. Une occupation bien étrange pour quelqu'un qui vient d'appeler au secours parce que sa femme a disparu. Mais ce ne sera pas la seule chose étrange dans cette affaire. Une affaire de disparition, surtout si elle est mystérieuse, eh bien ça intéresse toujours beaucoup l'opinion publique. Et cette fois-ci, ça l'intéresse d'autant plus que voici seulement quelques semaines, une autre affaire criminelle a été jugée en cour d'assises. L'affaire Jonathan Naval. Jonathan Naval qui vient d'être condamné pour le meurtre de sa femme, comme ce qu'on reproche à Cédric Jubilard. Il a commencé par nier, comme Cédric Jubilard. Il a été mis en détention provisoire, comme Cédric Jubilard, et il y a décidément beaucoup trop de ressemblances entre ces deux affaires pour l'opinion publique. Une opinion publique qui en conclut rapidement que Cédric Jubilard est un nouveau Jonathan Naval et qu'il a, lui aussi, causé la mort de sa femme. Une conclusion rapide, une conclusion hâtive,
Une conclusion complètement inadéquate. Heureusement, la procédure pénale est là pour nous protéger de ce genre d'approximation. La procédure pénale, c'est le rempart contre l'arbitraire des juges et contre les abus du pouvoir. Et la procédure pénale est là pour organiser le travail du juge d'instruction, ou plutôt des juges d'instruction, car ils sont deux, avec les enquêteurs. Des juges d'instruction qui vont devoir instruire à charge, mais aussi à décharge. C'est-à-dire que les juges vont devoir rechercher tous les indices qui tentent à prouver la culpabilité de la personne mise en examen, mais aussi tous ceux qui tentent à prouver son innocence. Les juges et les enquêteurs vont donc se livrer à une longue et minutieuse enquête pour tenter de déterminer ce qui s'est passé ce soir-là. Le domicile des jubilats est perquisitionné. De longues battues sont rapidement organisées avec l'aide de centaines de bénévoles pour tenter de retrouver Delphine. Des recherches auxquelles Cédric Jubilard a lui-même participé. Mais rien, ni au domicile, ni dans les environs, personne ne trouve rien. Delphine s'est volatilisée. Très vite, l'enquête démontre que les époux Jubilard ne s'entendaient plus, qu'ils étaient en instance de divorce, que Delphine cherchait un logement pour y habiter seule avec ses 2 enfants, mais aussi qu'elle avait rencontré un autre homme par le biais d'une application de rencontre. L'enquête démontre aussi que Cédric avait découvert l'aventure de sa femme, car lui aussi avait mis son propre profil sur les mêmes applications. Mais ce que l'enquête ne dit pas, en revanche, c'est ce qui est arrivé à Delphine. Que Cédric ait mis fin au jour de sa femme, ça, c'est l'hypothèse des enquêteurs. Mais il n'y a pas d'aveu. À rien, jamais, à aucun moment, Cédric Jubilard ne va avouer le meurtre de sa femme. Mais en droit pénal, l'aveu n'est ni nécessaire, ni suffisant pour établir la culpabilité d'un suspect. L'aveu n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire parce qu'il serait beaucoup trop facile pour quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis une infraction de bloquer un procès simplement en refusant d'avouer. Et heureusement, la justice n'attend pas les aveux d'un suspect pour avancer. Elle enquête quand même. Elle poursuit les investigations, même lorsqu'il n'y a pas d'aveu. Et j'ajoute, même lorsqu'on ne retrouve pas de corps. Sinon, beaucoup de criminels ne seraient jamais punis. L'absence d'aveu, l'absence de corps, on y reviendra, l'absence d'aveu rend évidemment l'enquête plus difficile. Mais l'enquête avance quand même, malgré ça. L'aveu n'est pas nécessaire, mais il n'est pas non plus suffisant. Malgré les aveux, les juges d'instruction doivent quand même continuer d'instruire, et d'instruire à charge et à décharge. Ils doivent quand même continuer de rechercher les indices de la culpabilité du suspect, mais ils doivent aussi rechercher les indices de son éventuelle innocence. Et dans l'affaire Jubilard, c'est ce que font patiemment les juges et les enquêteurs pendant plus de 3 ans. Patiemment, ils enquêtent, ils cherchent, ils interrogent, ils expertisent. L'hypothèse des enquêteurs, je vous l'ai dit, c'est que Cédric aurait étranglé Delphine le soir, peut-être pendant son sommeil, peut-être à la suite d'une dispute, qu'il aurait ensuite éteint son téléphone portable, ce qu'il ne faisait jamais, avant de prendre la voiture de Delphine, pour aller dissimuler son corps à quelques kilomètres de là, avant de revenir ensuite au domicile conjugal, afin de faire disparaître les preuves du meurtre. Tout ceci avant d'appeler la gendarmerie et signaler la disparition de sa femme. Ça expliquerait que les 2 femmes gendarmes qui sont arrivées chez les Jubilard aient trouvé Cédric en train de mettre une housse de couette dans la machine à laver. Il prétend que les chiens auraient uriné sur cette couette. Les enquêteurs ont une autre hypothèse. Ce serait Delphine elle-même, excusez ce détail sordide, mais ce serait Delphine elle-même qui se serait urinée dessus, pendant que Cédric l'étranglait. Il paraît que la chose est attestée en médecine légale. D'ailleurs, puisque l'expertise de la couette ne donne rien,
Les enquêteurs vont prélever le contenu du siphon de la machine à laver, dans l'espoir de trouver un indice. Ce mode opératoire expliquerait également qu'aucune trace de sang, ou presque, n'ait été découverte au domicile des Jubilards. L'enquête, l'instruction dure plus de 3 ans. 3 ans passés à rassembler patiemment tous les indices qui tendraient à prouver la culpabilité de Jubilard, mais aussi, je vous l'ai dit, ceux qui tendraient à prouver son innocence. Résumons maintenant les résultats de l'instruction et le faisceau d'indices précis et concordants qui vont amener les juges d'instruction à renvoyer Cédric Jubilard devant la cour d'assises. Le couple allait très mal, ils étaient en instant de divorce. Delphine s'apprêtait à partir avec ses enfants. Elle envisageait de refaire sa vie avec un autre homme. Le jeune fils des Jubilards, alors âgé de 6 ans, décrit une dispute entre ses parents le soir de la disparition de sa maman. Cédric aurait dit à sa mère qu'il en avait marre de Delphine et qu'il allait la tuer. Une voisine qui vit à une centaine de mètres de la maison des Jubilards raconte qu'elle a entendu les hurlements d'une femme ce soir-là. Toutes les nuits, Cédric Jubilard faisait une grande consommation de sites pornographiques, sauf cette nuit-là. Il n'éteignait jamais son téléphone portable, sauf cette nuit-là. La voiture de Delphine, qui était toujours garée dans le sens de la montée, mais qui avait changé de sens pendant la nuit. Tout ça, ce sont des indices précis et concordants, qui laissent à penser que Cédric Jubilard est passé à l'acte. Mais l'instruction, je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, doit se faire non seulement à charge, mais aussi à décharge. Et c'est pourquoi les juges d'instruction vont également exploiter les autres pistes possibles, celles qui innocenteraient Cédric Jubilard. Le suicide. Elle n'aurait jamais laissé ses enfants à Cédric, et en plus, elle commençait une nouvelle histoire d'amour. Mais de toute façon, on aurait sans doute fini par retrouver son corps. Le suicide est improbable. Une fuite volontaire. Elle aurait laissé son portefeuille, ses papiers et ses lunettes qui ont été retrouvées brisées à son domicile. Mais ça aussi, c'est improbable. Une mauvaise rencontre, peut-être. Elle serait partie se promener dehors, mi-décembre, avec juste une chemise de nuit et une doudoune. Et elle aurait fait une mauvaise rencontre. C'est improbable, et c'est d'autant plus improbable que les téléphones qui ont borné dans les environs cette nuit-là ont tous été identifiés, et qu'aucun n'appartient à un suspect potentiel. On n'est même pas sûr que Delphine soit sortie de la maison cette nuit-là. La piste de son amant a également été explorée, et elle non plus. Elle n'a rien donné, et elle a été vite refermée. Pour les juges d'instruction, de toutes les pistes possibles, il n'en reste plus qu'une, celle menant à Cédric Jubilard lui-même. Pour les magistrats, il existe donc suffisamment d'indices précis et concordants pour le renvoyer devant la cour d'assises. Car on enquête sur des soupçons, on instruit sur des indices, mais on condamne sur des preuves. D'ailleurs, le Code de procédure pénale ne dit pas autre chose. Et c'est pourquoi, en septembre 2024, les juges d'instruction rendent une ordonnance de mise en accusation. C'est décidé, Cédric Jubilard va comparaître devant la cour d'assises. Mais avant d'en arriver au procès, il va encore y avoir un ultime rebondissement. Voici quelques semaines, Cédric aurait avoué qu'il avait tué Delphine. Bien sûr, ça fait immédiatement les gros titres dans la presse et dans les médias. Cédric aurait avoué une certaine Jennifer. Alors c'est un prénom d'emprunt. Il aurait avoué à Jennifer qu'il aurait étranglé sa femme alors qu'elle était assise sur le canapé avant de faire disparaître son corps dans une ferme à une quinzaine de kilomètres de leur domicile, ou une quinzaine de minutes. Jennifer ne se souvient plus très bien. Ce dont elle se souvient très bien, en revanche, c'est que Cédric lui a mimé la scène en faisant semblant de l'étrangler. Et il lui aurait dit « J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas, et tout se passera bien. » Cette scène s'est passée, ou se serait passée, au parloir de la maison de détention dans laquelle Cédric Jubilard est incarcéré.
Les juges d'instruction et les enquêteurs ont des doutes sur les affirmations de Jennifer, mais on ne sait jamais. Mieux vaut vérifier quand même. Ils ont du pouvoir que lui octroie le Code de procédure pénale. Fin juillet dernier, la présidente de la cour d'assises a fait entendre Jennifer pendant 4 heures. Mais sans que rien de très concluant ne sorte de cet entretien. On imagine assez mal un simulacre d'étranglement au parloir de la prison et qu'il soit passé inaperçu. Ce parloir est évidemment surveillé par les gardiens, par vidéo, mais aucun enregistrement de ce que raconte Jennifer n'existe. C'est étrange. Mais à contrario, il se fait parfois bien des choses dans les parloirs, y compris des bébés. On les appelle d'ailleurs les bébés parloirs. Alors, le témoignage de Jennifer, crédible ou pas? En fait, ce n'est pas la première fois que quelqu'un prétend que Cédric Jubilard lui aurait avoué avoir tué Delphine. En 2022, c'est un de ses anciens codétenus, un certain Marco, à qui Cédric aurait déclaré, je cite, « J'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé ». Puis il aurait demandé à Marco des conseils quant au risque que soit découvert ce qu'on a auparavant mis en terre. Là aussi, les enquêtes ont interrogé le fameux Marco avant de procéder à des fouilles dans les environs du domicile des Jubilards, dans des endroits décrits par Marco, mais des fouilles qui là non plus n'ont rien donné. Alors ces aveux qui auraient été faits à Marco et à Jennifer, simple affabulation de personnes cherchant à prendre un petit peu de la lumière douteuse qui entoure cette affaire? Fanfaronnade morbide de Jubilard? En tout cas, cette piste-là n'a rien donné non plus. Et Cédric Jubilard a nié formellement avoir avoué quoi que ce soit à Marco et à Jennifer, parole contre parole. À 2 mois du procès, tout ceci n'a fourni aucun élément nouveau qui aurait permis de relancer l'enquête. Cette affaire, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, cette affaire est une affaire sans cadavre, une affaire sans aveu, une affaire sans témoin et une affaire sans scène de crime. Alors, peut-on condamner quelqu'un pour meurtre alors qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas d'aveu? En fait, il y a des précédents dans notre histoire judiciaire, des précédents dont il faudra d'ailleurs que je vous parle un jour. Des précédents qui se sont parfois terminés par des condamnations, mais aussi parfois par des acquittements. En 1991, Simone Weber est condamnée à 20 ans de réclusion pour le meurtre de son ancien amant, Bernard Etier, alors qu'on n'a jamais retrouvé le corps de cet homme. En 2010, Jacques Viguier est acquitté après avoir été accusé du meurtre de sa femme, sans là non plus qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé. Alors, Cédric Jubilard, coupable ou innocent? Parce que chaque année, c'est plus de 50 000 personnes qui disparaissent. 50 000 personnes dont 1000 ne sont jamais retrouvées. Et si malgré tout, malgré ses enfants, malgré sa famille, malgré ses projets, c'était quand même une disparition volontaire de Delphine, qui aurait décidé de refaire sa vie ailleurs? Et si au contraire, elle avait quand même fait une mauvaise rencontre? Certes, aucun des téléphones qui ont borné dans les environs ce soir-là n'appartenait à quelqu'un de suspect, mais elle aurait pu tomber sur quelqu'un d'inconnu des services de police. Peut-on condamner un homme parce qu'il a dit à sa mère qu'il en avait marre de sa femme? Peut-on condamner un homme parce qu'il a éteint son téléphone? Peut-on condamner un homme parce qu'il a lavé une housse de couette? Peut-on condamner un homme parce que la voiture n'était plus garée dans le bon sens? Alors, Cédric Jubilard, innocent ou coupable? Même si un faisceau d'indices graves et concordants semble l'accuser, est-il pour autant coupable de ce dont on l'accuse? Et si au contraire, tout ceci n'était qu'une enquête
et une procédure en marche vers une gigantesque erreur judiciaire. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Cédric Jubilard va-t-il être condamné pour le meurtre de sa femme ou au contraire va-t-il être acquitté? Bien, je n'en sais rien évidemment, je ne prévois pas l'avenir. C'est aux 6 jurés et aux 3 magistrats professionnels d'écrire la fin de l'histoire. C'est eux qui vont devoir maintenant décider. Ils vont devoir décider si Cédric Jubilard est coupable ou au contraire, s'il est innocent. Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais je peux vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer 2 fins différentes pour terminer cette vidéo. Dans la première fin, si vous la choisissez, vous pourrez découvrir ce qui se passe si Cédric Jubilard est déclaré coupable de ce dont on l'accuse. Au contraire, dans la seconde vidéo, vous découvrirez ce qui se passe s'il est déclaré innocent. Et c'est vous qui allez choisir. Les 2 vidéos vont apparaître ici dans quelques instants, et selon que vous pensez ou que vous voulez savoir ce qui va se passer si Cédric Jubilard est déclaré coupable ou bien au contraire, ce qui se passera s'il ne l'est pas, eh bien, vous cliquerez sur l'une ou l'autre de ces 2 vidéos et vous pourrez la regarder. Alors, homicide, simple disparition. Je vous rappelle les 2 thèses qui s'affrontent. Celle du juge d'instruction et des enquêteurs. Cédric a tué Delphine et a fait disparaître son corps. Celle de Cédric et de sa défense. Delphine a disparu. Cédric ne sait ni où, ni pourquoi, ni comment, et le doute profite à l'accusé. Mais rien n'est encore définitivement joué dans cette affaire, et à plus forte raison dans ce procès qui commence. Devant la cour d'assises, tout, absolument tout, sera à nouveau évoqué, c'est ce qu'on appelle le principe de l'oralité des débats. On va entendre toutes les personnes qui ont participé à l'affaire, on va entendre la famille, on va entendre les amis, on va entendre les voisins, les voisines. Mais on va aussi entendre les gendarmes, les juges d'instruction. Et même, c'est rare, mais c'est tout à fait possible, on va entendre l'ancien procureur de la République de Toulouse, qui a été chargé de l'affaire à ce moment-là. Et puis, on entendra aussi Cédric Jubilard lui-même, à différentes reprises. Et il va se passer des choses à cette audience. Et un retournement de situation est toujours possible. Maintenant, mettez-vous dans la peau des jurés d'assises. Vous avez assisté à 4 semaines d'audience. 4 semaines pendant lesquelles vous avez entendu les enquêteurs. Vous avez entendu les témoins. Vous avez entendu le réquisitoire du procureur de la République. Et vous avez entendu la plaidoirie de la défense. Avant de clore l'audience, la présidente de la cour d'assises vous a donné lecture de l'article 353 du Code de procédure pénale. Cet article qui pose toute la mesure de votre mission. Cet article qui vous demande de vous interroger dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de votre conscience quelles impressions ont faites sur votre raison les preuves rapportées contre l'accusé, mais aussi les moyens de sa défense. La loi ne vous fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de votre devoir. Avez-vous une intime conviction? Maintenant, c'est à vous de décider, coupable ou innocent.